Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 2 octobre 2025, c'est notre bulletin numéro 258 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Alors, n'allez pas acheter les mugs parce qu'en fait, on a un problème avec notre fournisseur et en plus, on a eu pas mal de propositions depuis le dernier bulletin pour trouver une alternative. Donc, on est en train de tout étudier. Donc, les mugs, les t-shirts seront bientôt de nouveau disponibles. Abonnez-vous à notre partenaire, donc Géopolitique Profonde. Le numéro du mois d'octobre va sortir. Voilà déjà la couverture et il y a du beau monde. Pierre-Antoine Plaquevent, Alain Soral, Laurent Ozon. Voilà, donc que des poids lourds. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce magazine. Abonnez-vous également, et là c'est gratuit, à notre newsletter. Ça y est, ça a été mis en place. Vous avez juste à rentrer votre adresse sur le site internet stratpol.com et vous recevrez une fois par semaine eh bien, les derniers articles. Je rappelle qu'on a beaucoup d'articles sur notre site et nos dernières vidéos. Profitez-en. Ce qui m'a plu cette semaine, eh bien évidemment, c'est le discours de Vladimir Poutine à l'occasion de l'anniversaire des 3 ans de la réunification donc des républiques autoproclamées de Donetsk, de Lugansk, de la région de Kherson et de la région de Zaporozhye. Je rappelle d'ailleurs que j'avais eu l'honneur d'être observateur de ce référendum dans le Donbass, à Enakievo, à Debaltsevo. Et ça s'était très bien passé, il y avait une véritable ferveur populaire, les gens étaient tellement heureux. Ça faisait 8 ans qu'ils attendaient ça. Voilà, donc en espérant que, eh bien, il y aura d'autres réunifications, d'autres régions, Kharkov, Yekaterinnoslav, Dnipropetrovsk, ou pourquoi pas Nikolaïev et Odessa. Voilà, espérons-le. En tout cas, c'était l'occasion d'une fête. Et ce qui m'a plu aussi, je le cite assez souvent, ce canal sur YouTube qui s'appelle Storia Voce. Donc c'est des émissions d'histoire, en fait, c'est notamment des auteurs qui viennent présenter leurs ouvrages, souvent des auteurs de qualité sur l'histoire de France. J'aime beaucoup, notamment. Alors ils avaient invité le colonel Goyès, qui était assez lunaire. Quand on connaît la nullité de l'analyse, des analyses de ce pauvre colonel sur le conflit en Ukraine, mais bon. Peu importe, ils font ce qu'ils veulent. Et en tout cas, il y a des très bonnes émissions, notamment sur l'histoire plus ancienne, notamment l'histoire médiévale, l'histoire antique, l'histoire ou l'histoire moderne. Et là, en l'occurrence, il y avait une série de 3 émissions avec un historien qui s'appelle Jean-Paul Desprats, qui vient de sortir un livre sur les Girondins. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que en fait, je parle dans mon livre noir de la gauche française. Je rappelle que la gauche et la droite, le terme, la délimitation en fait entre ces deux partis apparaît en 1789 au moment de la première réunion de la Constituante. Alors au début c'est à Versailles, après ça se déplace à Paris et vous avez à droite du roi les monarchistes constitutionnels, les futurs feuillants, et à gauche vous avez les deux courants de la gauche, c'est-à-dire ceux qu'on appellera par la suite les Girondins et ceux qu'on appellera par la suite les montagnards ou les jacobins. Voilà. Donc ce sont les deux courants de la gauche que l'on retrouve encore aujourd'hui. Donc les Girondins, comme leur nom l'indique, viennent de province, et les montagnards, eux, les jacobins, sont essentiellement des Parisiens. Donc les deux côtés, ce sont des fanatiques. Ce sont deux tendances qui s'opposent, mais qui aussi peuvent se compléter, puisque par exemple, les Jacobins vont exterminer l'opposition à l'intérieur du pays, c'est le génocide vendéen, c'est le régicide, évidemment, c'est le meurtre de Marie-Antoinette, et les Girondins, c'est aussi le régicide, d'ailleurs c'est ça qui les unit particulièrement, le génocide, le meurtre de Marie-Antoinette, mais eux-mêmes vont passer à la guillotine ensuite, donc dans leur opposition entre les Parisiens jacobins et les provinciaux girondins. Mais là, ce qui est intéressant, donc c'est en 3 émissions, ça donne vraiment envie d'acheter l'ouvrage et ça confirme certaines idées que j'avais exposées dans mon livre. Donc tout d'abord, ce sont bien les Girondins qui ont déclenché la guerre contre l'Europe, une guerre qui démarre en avril 1792 et qui se finit en fait à Vienne en 1815 avec la défaite de la France, malheureusement, de Napoléon Ier. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave, et surtout le discours girondin qui entraîne à la guerre, donc un discours qui justifie en fait cette guerre parce qu'il faut en gros libérer l'humanité, exporter la culture de mort que les révolutionnaires croient être une culture de vie. En fait, c'est une culture de mort, de destruction. On le voit qu'à voir ce qu'est devenu la France aujourd'hui, et donc de la communiquer par la force. C'est aussi l'esprit de la colonisation. Rappelons-nous le droit et le devoir des races supérieures sur les races inférieures. Donc pour moi, ce moment girondin est extrêmement important. Ce que j'ai appris en revanche, qui m'avait
m'avait échappé, c'est qu'à la base aussi, ces hommes d'affaires girondins, puisque ce sont des grands bourgeois, hein, d'ailleurs l'auteur du livre le rappelle, c'est que la Révolution française est une révolution bourgeoise, hein, c'est deux blocs bourgeois qui s'affrontent, l'un parisien, l'un de province, et donc ce qu'il rappelle également, c'est que donc ces girondins richissimes sont à l'origine tous des négriers. Ce sont des trafiquants d'esclaves. Et c'est eux donc qui montent à Paris pour aller expliquer la liberté, l'égalité et la fraternité. Là aussi, ça m'avait échappé et ça me paraît important. Une question que j'aurais bien aimé poser à cet historien, c'est savoir si on peut comparer l'affrontement entre ces deux bourgeoisies de province et bourgeoisie parisienne à ce qui s'est passé pendant la Commune. Alors, parce que contrairement à ce qu'on a souvent entendu, la Commune n'était pas plus un soulèvement populaire que l'a été la Révolution. C'était un soulèvement de la bourgeoisie parisienne et qui était exterminé par la bourgeoisie provinciale. En gros, de nouveau, l'affrontement entre les Girondins et les Jacobins. Alors, je vous recommande d'ailleurs le livre, je crois que je l'avais déjà fait, mais La Commune démystifiée de François Broche et Sylvain Pivot, qui démontre complètement ces mythes d'un soulèvement populaire sous la Commune. C'était un soulèvement bourgeois sous les yeux des Prussiens en plus. C'était quand même quelque chose d'assez... C'était une véritable trahison. Donc il n'y a pas d'héroïsme patriotique dans la Commune. Ce sont au contraire des gens qui étaient inaptes à aller faire la guerre contre les Prussiens et qui finalement se mettent à assassiner, notamment évidemment les prêtres, à ce moment-là, pendant ce soulèvement. On peut dire d'ailleurs que cette histoire a été faussée par le livre qu'a écrit quelques années plus tard à ce sujet-là, par Karl Marx, la guerre civile en France, et en fait dans lequel son analyse, qui est marxiste, était complètement fausse. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça m'a beaucoup plu. Allez écouter ces 3 émissions si vous avez un peu de temps. Ça s'écoute vraiment très bien. Et puis mon prochain passage à Paris, je m'offrirai ce livre sur les Girondins. Économie maintenant, Donald Trump a définitivement perdu la bataille économique contre la Chine dans quasiment tous les domaines. Suite aux augmentations de taxes qui ont été mises sur les produits chinois, les Chinois en ont fait autant sur certains produits américains et notamment le soja. Et ce qui a été une très bonne affaire pour le Brésil, qui a profité de la nouvelle clientèle chinoise, puisque le soja maintenant importé des États-Unis est trop cher. Et ça a provoqué en revanche une crise à l'intérieur du soja. Et on a eu ce message complètement halluciné de Donald Trump qui explique que oui, il y a une crise du soja parce que les Chinois veulent plus en acheter, mais que comme on a gagné beaucoup d'argent en augmentant les taxes, eh bien on va redistribuer de l'argent aux producteurs de soja. On dirait du socialisme en fait, voilà. Donc une fois de plus, la précipitation dans laquelle Trump a voulu commencer ces batailles économiques contre un pays, notamment principalement la Chine, contre lequel finalement il ne peut rien, et économiquement le Pékin a vaincu Washington, comme militairement Moscou a vaincu Washington, hein, c'est la réalité. Et voilà, finalement, il en est réduit à essayer de raccommoder les morceaux. Il va aller parler aux Chinois, sans doute baisser quelques taxes contre la Chine pour obtenir des Chinois qui baissent les taxes sur le soja américain. Le problème, c'est que maintenant, les Chinois ont trouvé des fournisseurs alternatifs au Brésil. Pourquoi changer un fournisseur fiable contre un fournisseur capricieux? C'est exactement ce qu'on observera à mon avis avec le pétrole. Si un jour l'Union européenne lève les sanctions contre le pétrole russe, pourquoi est-ce que les Russes vont essayer de nouveau d'aborder le marché européen avec des clients qui ne sont pas fiables, capricieux, qui peuvent prendre des sanctions pour un oui, pour un non, même si d'ailleurs ça va contre leurs propres intérêts. Donc en fait ça fait un client qui n'est absolument pas calculable, on va dire, prévisible, et alors que l'Inde, le Pakistan, la Chine, donc qui sont les 3 grands acheteurs de pétrole russe, eux, sont parfaitement fiables. On reparle, c'est régulier évidemment, du vol des actifs russes. Je rappelle, donc a priori, il y a à peu près 200 milliards d'actifs russes qui sont gelés au sein de la structure européenne Euroclear. Donc c'est en fait des actifs, des obligations qui ont été achetées par l'État russe pour faire plaisir à différents États européens, dont la France. D'après le Figaro, en 2022, il y en avait pour 22 milliards. J'ai déjà expliqué que, de toute manière, les Russes ont déjà prévu, si jamais ces actifs sont volés, de se rembourser sur les actifs européens qui seront présents en Russie. J'ai déjà parlé, il y a beaucoup d'actifs industriels qui valent bien plus que les obligations françaises que les Russes ont achetées pour nous faire plaisir en plus. A priori, c'est des obligations qui ont été achetées à l'époque de François Hollande. Donc si vous achetez des obligations d'un pays comme la France gouverné par François Hollande avec un ministre des Finances, Emmanuel Macron, un Premier ministre Manuel Valls, c'est quand même un risque que vous prenez, c'est pour faire plaisir. Voilà. Donc c'est à mon avis une erreur d'ailleurs du Trésor russe, enfin bon c'est leur problème. Bref, donc
Mais la question en fait de voler ses actifs ou de s'en servir comme dépôt de garantie pour donner de l'argent à l'Ukraine, tout ça finalement il y a des tas de pays qui n'en veulent pas. La France d'ailleurs a dit non, la Belgique, on vient de le voir, a dit non. Il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas. En fait, les seuls pays qui le veulent, c'est ceux qui n'ont pas, dont la Russie ne détient pas d'obligation. Donc évidemment les pays baltes, la Pologne, eux ils ont envie de confisquer et de voler les actifs parce qu'ils n'en ont pas, parce que la Russie n'ira pas acheter des obligations de leur économie. Ça, c'est la Russie d'ailleurs et beaucoup d'autres pays. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose également, c'est que même les dividendes, puisque Ursula von der Leyen s'est vantée d'avoir donné des dividendes de ses actifs russes à l'Ukraine pour acheter des drones, etc. Donc on parle, les chiffres changent, tantôt c'est 2 milliards, tantôt c'est 4 milliards. Mais le problème, c'est que là aussi, c'est du vol. Si vous placez votre argent dans votre livret A et que on vous promet 1,5%, si tout d'un coup la banque vous dit finalement ce que ça devait vous rapporter les 1,5%, on les confisque pour les donner à votre voisin. Voilà, c'est comme ça. Évidemment que vous allez considérer que c'est du vol et vous aurez raison. Et ce qui veut dire que la Russie, je pense que la guerre sera terminée d'une manière ou d'une autre, ira voir les pays qui lui ont vendu ses actifs en disant maintenant on veut aussi récupérer les dividendes et on va les payer. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on entend, c'est du discours. Parce que tout simplement, on ne peut plus expliquer à des populations qui vivent dans des pays en crise, principalement la France, mais l'Allemagne aussi, l'Italie, c'est quand même pas la fête, qu'on va donner des milliards à l'Ukraine pour une guerre qui est perdue d'avance, qui sera perdue dans les années qui viennent, je pense en 2026. Donc ça, on ne peut plus le faire. Donc en fait, quand on transfère des milliards, on explique que c'est les dividendes des actifs russes, etc., etc. Donc je pense que c'est faux, je pense que c'est des discours, je pense que tôt ou tard, ce seront les contribuables français qui paieront les errements de la Macronie, d'ailleurs soutenus par tous les partis du régime, du Parlement français, du RN jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Donc finalement, il faudra payer les intérêts et on ira faire les poches des Français comme d'habitude. Voilà, en tout cas, l'avenir nous le dira, mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, pendant que les États-Unis demandent aux Européens d'arrêter d'acheter de l'énergie russe, alors l'Union européenne continue à acheter en fait du pétrole russe par le truchement des raffineries, je sais pas, saoudiennes, turques ou indiennes. Et du gaz, ils en achètent beaucoup également, beaucoup plus cher qu'avant, parce que c'est du gaz naturel liquéfié. Donc la Russie gagne autant d'argent qu'avant, avant la destruction partielle de Nord Stream 1 et 2. Donc il y a ça. Et puis on a aussi une joint venture, et c'est fort bien, entre Rosatom et Framatome pour produire de l'uranium enrichi pour les centrales et puis pour le retraitement également. Mais nous ne sommes pas les seuls. C'est-à-dire que les Américains qui donc nous imposent d'arrêter d'acheter de l'énergie russe, eh bien eux achètent entre 20 et 25% de leur uranium enrichi à la Russie. Voilà, il fallait quand même le souligner au passage. Dernière nouvelle économique que je voulais vous faire partager, une petite expérience que j'ai eue avec mon épouse, puisque on cherche des projets pour investir dans l'immobilier, et on est allé en banlieue de Moscou pour voir un peu ces nouveaux zones d'habitation qui sont créées. La construction est extrêmement rapide, extrêmement qualitative, et à l'intérieur donc de ces bâtiments que vous voyez sur ces photos, eh bien vous avez une école qui, d'ailleurs on l'a vu en construction, avec toutes les installations sportives, et même une piscine qui est prévue à l'intérieur, et bien sûr un jardin d'enfants. Donc comme d'habitude, cette nouvelle urbanisation, eh bien c'est pour permettre le développement de la famille. C'est à 5 minutes de l'équivalent du RER, donc vous êtes dans le centre-ville en 20 minutes, et c'est vraiment très propre, très bien organisé. Et puis évidemment, il y a la petite église. Même s'il s'agit d'un village ultramoderne, il faut quand même mettre une église au milieu. Voilà, pour ceux qui prétendent que l'économie russe va mal, c'est totalement faux. Même si, encore une fois, à cause des taux directeurs, les commandes de construction ont baissé, mais ça, je pense que ça va s'arranger à partir du début de l'année prochaine. Eh bien, là, tous les projets qui ont été lancés se terminent. Celui-là a été lancé il y a 2 ans. Il sera livré en 2027. Donc, voilà à quoi ressembleront les futurs villages ou petites villes ou micro-rayons, comme on dirait en Russie, de la Russie de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même technologie de bâtiment que j'ai vu à Mariupol. Donc hyper qualitatif, construit extrêmement rapidement, extrêmement bien fait. Voilà, je voulais partager ça avec vous.
Politico-diplomatique maintenant, et on va parler des États-Unis et de Donald Trump pour en dire un petit peu du bien, puisque eh bien, il y a différentes décisions qui ont été prises en politique intérieure. Moi, je pense qu'en politique intérieure, Donald Trump fait du bon boulot. Alors, comme d'habitude, c'est souvent contradictoire. D'un côté, il remercie les apprentis sorciers qui ont mis le ARN messager dans le sang de la population mondiale. Mais d'un autre côté, il y a le ministre de la Santé, Kennedy, qui fait son travail et qui a présenté toute une série de mesures pour limiter précisément le poids du complexe et des lobbies pharmaceutiques. Et à côté de ça, puisqu'on est en train de parler de la disparition de certaines superstitions débiles, comme le vaccin magique, qui va vous sauver de tout, eh bien là où on a également au département de l'énergie américain, qui a décidé de bannir certaines expressions dans ses publications. Alors j'ai noté changement climatique, transition énergétique, vert et durable. Donc ça, je pense que c'est assez important, puisque effectivement, ce sont les termes de la novlangue, les termes du globalisme sans frontières, de nous faire croire à cette espèce de religion que la Terre se réchauffe parce que vous avez laissé tourner votre moteur diesel trop longtemps. Tout ça, bien sûr, est grotesque, et c'est important que ce soit fait aux États-Unis, puisque toutes ces âneries, ça venait de l'autre côté de l'Atlantique. Si là-bas ça s'arrête, on a peut-être une chance que nous, d'ici 5 ou 10 ans, peut-être plus tôt, ça s'arrête aussi. Le Pentagone aussi prend de bonnes résolutions. Alors on a eu le discours de Pete Hegseth, il y a eu également celui de Donald Trump. Il y a plusieurs choses qui me paraissent intéressantes et justifiées. Tout d'abord, baisser la quantité de cadres supérieurs de 20%. Ça, je pense que c'est tout à fait normal. C'est un problème d'ailleurs souvent des armées modernes. Je pense qu'en France, on a plus de généraux que de tireurs en t-shirt ou de tireurs au fusil mitrailleur. Et en plus, quand on voit le niveau de ce qui passe à la télévision, c'est quand même souvent pas très brillant. Donc c'est une excellente chose. Il leur a dit de faire du sport. Alors ça, je crois que c'est pas un trop gros problème qu'on a dans l'armée française, puisque de ce que je vois dans les images, les officiers français, je vois, continuent cette culture du sport qu'on nous apprend à Saint-Cyr, à l'EMIA. Donc ça, c'est plutôt un problème typiquement américain. Il faut effectivement arrêter de se goinfrer et de faire un peu de sport. Voilà. Et enfin, et ça j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est-à-dire que finalement, l'armée va être dirigée pour la défense à l'intérieur du pays. Donc ça peut faire peur, évidemment. Je rappelle que d'ailleurs la gauche réprimait les mouvements ouvriers à la fin du 19e et au début du 20e siècle en envoyant l'armée. Mais donc depuis, on a effectivement le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe. Le problème, c'est que par exemple, un pays nucléaire comme les États-Unis n'a pas de menace à l'extérieur, finalement. Le Mexique va pas attaquer les États-Unis, le Canada va pas attaquer les États-Unis, et si Washington fiche la paix aux Russes, eh bien, il se passera, les Russes les attaqueront pas non plus, ainsi que les Chinois, qui eux veulent faire du commerce. Donc finalement, vous avez un ministère qui a un poids considérable de la ressource humaine, et il faut commencer à étudier la manière dont il peut être orienté vers les menaces internes, comme le trafic de drogue. Je crois que c'est en Italie, d'ailleurs, l'armée avait été déployée pour venir à bout de la mafia italienne. Et enfin, l'autre aspect qui me paraît important du discours de Pete Hegseth, c'est qu'a priori, il va vraiment y avoir une réduction de la présence américaine à l'étranger. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Si seulement il quittait l'Europe, si seulement il retournait de l'autre côté de l'Atlantique, ce serait quand même une excellente chose pour la souveraineté des nations européennes. Donc, à suivre. Pete Hegseth passe souvent pour un crétin, il faut le dire, mais encore une fois, j'ai trouvé ces propositions assez intéressantes. Politico-diplomatique toujours, et Samantha Power, non, ce n'est pas une héroïne de Marvel, c'est l'ancienne patronne démocrate de l'USAID, donc cette structure qui permettait de financer les révolutions colorées partout dans le monde et de répandre l'ordre du jour gauchiste à l'international, mondialiste, comme vous voulez. Eh bien, cette Samantha Power s'est fait piéger par les fameux farceurs Lexus et Vovan, donc les deux Russes, on a déjà parlé, qui sont toujours très très efficaces, et ils se sont fait passer pour Petro Poroshenko, et donc on voit Samantha Power expliquer, et ça, tenez-vous bien parce que c'est quand même extrêmement important, que à partir du début de l'opération militaire spéciale, Kiev recevait en cash 1,5 milliard de dollars par mois. Et on ne sait pas où c'est passé. Si on voit, ça quand même, j'imagine, il était utilisé un petit peu pour acheter des armes, pour acheter d'ailleurs les hommes politiques, la population, enfin tout ce que vous voulez. Mais donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et pourquoi je voulais dire du bien de Trump, elle a confirmé, donc elle confirme au faux Poroshenko que aussitôt que Donald Trump est arrivé, ces 1,5 milliard de dollars mensuels ont cessé. Et donc ça veut dire que c'est concrètement, c'est l'important. Encore une fois, sur le dossier ukrainien, l'important ce n'est pas ce que dit Trump, c'est ce qu'il fait. Il a coupé les vivres. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui va payer.
les militaires ukrainiens, le budget tout simplement de l'État ukrainien, les armements américains. L'Union européenne n'a pas les moyens de tout payer, donc effectivement c'est la panique dans le camp otanien et on le sent. Voilà. Et on découvre également, et ça va me permettre d'enchaîner sur mon politico-stratégique suivant, qu'il y a eu des dizaines de millions, parce que c'est un petit pays, 2,5 millions, il y a 2,5 millions d'habitants en Moldavie, donc vous l'avez compris, des dizaines de millions qui ont été donnés à Maria Sandu pour qu'elle, pareil, développe l'ordre du jour globaliste, anti-russe en Moldavie. Et eh bien, cet argent a été bien dépensé en Moldavie, en tout cas, puisqu'on a eu droit à une de belles élections truquées. Alors là, c'était encore mieux qu'en Roumanie. On a eu la confidence de Pavel Durov, qui nous avait déjà expliqué comment le DGSE lui avait demandé de censurer les comptes nationalistes en Roumanie. Eh bien là, c'est sur les comptes pro-russes que la DGSE a demandé la même chose, donc à Pavel Durov, en échange des conditions de détention meilleures. C'est quand même extraordinaire, cette République française, hein, elle n'a pas changé depuis la terreur, c'est toujours la même. Et on a vu également dans le déroulement, alors ce qui est intéressant, c'est que malgré le trucage, donc le trucage a été fait de différentes manières, les habitants de la Transnistrie ne pouvaient pas les voter puisque les ponts ont été fermés. Il y a une énorme diaspora de 350 000 Moldaves, je crois, en Russie, et il n'y a quasiment pas eu de possibilité de voter, donc il y a eu quelques milliers de votes, alors que dans des pays comme la France où il y a beaucoup moins de Moldaves, eh bien là, pour le coup, tous les moyens étaient mis pour que les gens puissent aller voter. Il y a des fraudes absolument partout dans tous les bureaux de vote, mais malgré tout, sur les votes hors diaspora, eh bien, ce sont les pro-russes qui l'ont emporté. Enfin, quand on dit pro-russes, c'est ceux qui sont pour faire la paix avec la Russie et de nouveau avoir du gaz pas cher. Parce qu'une des raisons d'ailleurs pour laquelle les pro-OTAN auraient dû perdre l'élection, c'est l'augmentation du coût de l'énergie à cause des mauvaises relations avec la Russie. C'est exactement ce qui est arrivé en Ukraine lorsque, après la première révolution orange, à partir de 2004, lorsqu'on a eu le président Yushchenko. Donc à l'intérieur, il y a une majorité sans doute bien plus large que les chiffres officiels de gens qui ne veulent pas faire la guerre à la Russie. Ce qui va être un problème pour l'OTAN, tout de même. C'est-à-dire que comment instrumentaliser la Moldavie pour en faire un pays ennemi de la Russie. Ça va pas être si facile que ça. Et finalement, donc l'élection a été emportée avec malgré tout une baisse globale du parti au pouvoir et était emportée grâce, une fois de plus, comme les dernières élections présidentielles, grâce au vote de la diaspora. Donc trucage total, comme nous y attendions sur Stratpol. Mais ces mouvements n'empêchent pas la progression petit à petit dans ces pays d'Europe de l'Est, d'une volonté d'être décolonisé de l'Union européenne et puis de rejeter le modèle tout simplement de cette Union européenne qui aujourd'hui n'amène que la guerre et la pauvreté. Voilà, la prochaine élection, c'est celle de Tchéquie, donc ce week-end, je crois que c'est dimanche. Et donc là, de nouveau, on cherche à nous faire peur, parce qu'un oligarque tchèque qui s'appelle Andrej Babis, qui a d'ailleurs déjà été au pouvoir, qui a déjà été responsabilité, eh bien, voudrait cesser de livrer des munitions à l'Ukraine. Et ça, ce serait évidemment problématique pour l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que je suis allé voir un peu son historique. Il n'est pas du tout pro-russe. Il a même accusé les Russes d'organiser des attentats, etc. Donc en fait, une fois de plus, le problème, c'est du George Bushisme, hein, quand George Bush avait dit « vous êtes avec nous contre nous ». En fait, même la position de neutralité, qui finalement est celle d'Orban, qui est celle de Fico en Slovaquie, n'est pas autorisée. Vous devez forcément prendre parti, sinon vous êtes l'ennemi. Et c'est là où on en est dans le système, dans la démocrature européenne. Au passage, excellente nouvelle pour la Slovaquie, le parti du Premier ministre, Fico, a fait adopter par le Parlement slovaque la décision qui évidemment pour les gens qui m'écoutent et moi-même me paraît une évidence, mais qu'il n'y a que deux sexes, le masculin et le féminin, c'est dans la Constitution. Donc comme quoi on peut revenir sur ces lois absurdes. Et aussi ce qui est étonnant, c'est que Fico est chef du Parti socialiste. Voilà. Comme quoi il y a des bons socialistes. Pas chez nous, mais il peut y en avoir. Il peut y avoir une gauche populaire et vertueuse. Elle n'existe pas en France, sauf à la marge, mais dans certains pays, elle existe. La preuve en Slovaquie. Vladimir Poutine a reçu Raphaël Grossi, donc qui est le président de l'Agence internationale à l'énergie atomique, donc qui a joué un rôle extrêmement important, notamment en Ukraine, puisque malgré tout, on va en reparler un peu plus loin, mais la centrale de Zaporozhye, donc qui a été prise par les Russes 10 jours après le début de l'opération militaire spéciale, hein, c'était très rapide, eh bien les Otano-Kieviens étaient prêts à la bombarder pour provoquer une catastrophe, en espérant que les Russes, pour éviter ça, se retirent de la centrale.
les Russes sont restés, et la présence de l'Agence internationale pour l'énergie atomique a tout de même permis d'apaiser les choses. On va aussi en reparler un peu tout à l'heure, mais quoi qu'il arrive, donc Grossi a joué, moi je pense, un rôle extrêmement important, même si ici, beaucoup lui reprochent de ne pas désigner ceux qui bombardent la centrale nucléaire. Pourquoi je suis en train d'expliquer que je pense que c'est un type bien? Parce qu'il est candidat, il l'a dit officiellement, il est candidat pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Et il a, a priori, le soutien, c'est même certain, de la Russie, c'est pour ça que Vladimir Poutine l'a reçu. Il a le soutien de la Chine. Alors après, on va voir du côté des autres membres permanents, avec droit de veto, ce que ça va donner, mais ça pourrait être un bon candidat. Et pour la France, c'est un francophone, donc ce serait une bonne chose. Voilà. À suivre donc. Vladimir Poutine a également reçu Abiy Ahmed Ali, donc qui est le Premier ministre éthiopien. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'on l'oublie souvent. Mais l'Éthiopie est un pays à majorité orthodoxe, chrétien orthodoxe, à 43%, suivi par l'islam et le protestantisme. Voilà, une église orthodoxe très active. Terrorisme maintenant, je reviens sur la menace de Zelensky sur la centrale de Zaporozhye. Donc il a osé, il faut quand même le faire, hein, ça pourrait être aussi ça dans l'empire du mensonge, il a osé déclarer que les Russes tiraient sur leur propre centrale, puisque je rappelle que maintenant la centrale d'Energodar fait partie de la région de Zaporozhye, qui constitutionnellement fait partie de la Russie. Et tôt ou tard, plutôt tôt que tard d'ailleurs, quand on voit la situation sur le terrain, eh bien, les forces otano-kieviennes devront abandonner la région complète. Donc ça, c'est une chose. Mais depuis le début, on nous explique qu'il y a des gens qui bombardent la centrale d'Energodar, mais on ne sait pas qui c'est. Et donc, c'est parce que ça pourrait être les Russes aussi qui vont bombarder leur propre centrale, comme ils ont fait sauter leur propre gazoduc dans la mer Baltique, comme ils ont détruit le barrage de Kakhovka, qui permet d'alimenter la Crimée en eau douce. Voilà, tout ça, c'est parce que les Russes, en fait, sont fous, et donc ils se tirent sur eux-mêmes. Bon, blague à part, Zelensky ose affirmer ce genre de choses. Donc ce qu'il explique, c'est que les générateurs électriques ont été touchés et que ça empêche le système de refroidissement du réacteur. Alors, la réponse précisément de Raphaël Grossi, dont je viens de parler, a été de dire pour l'instant il n'y a pas de risque parce qu'il y a des réserves de carburant pour une dizaine de jours et que, bon, a priori, les choses pourraient être réparées. Donc l'AIEA se veut rassurante, je ne pense pas qu'il y ait de danger immédiat. En revanche, il y a une volonté Zelensky de faire du bruit. Et on va en reparler, pour pas parler de ce qui se passe sur le front actuellement et de la situation à l'intérieur de l'Ukraine. Terrorisme toujours, on a eu une déclaration lors d'un forum de sécurité à Varsovie de l'ancien ministre de la Défense anglais, Ben Wallace, qui a dit que, bon, pour convaincre les Russes d'abandonner, en fait, il fallait rendre inviable le territoire de la Crimée. Voilà ce qu'il a dit. Donc là, on est vraiment dans du terrorisme de masse. Et je crois d'ailleurs que c'est l'ultime stratégie de Londres, donc qu'elle essaie de faire appliquer par le reste de l'OTAN, c'est-à-dire fournir le maximum d'armes à longue portée, tout ce qui est possible et inimaginable de l'argent à Kiev, pour que même si Kiev perd la guerre, eh bien, ils détruisent le plus possible d'infrastructures, de villes, de cibles, tout possible, civiles, militaires, peu importe. Voilà, c'est vraiment l'ultime stratégie de Londres et de l'OTAN aujourd'hui contre la Russie. Et pour finir, terrorisme, ou plutôt devrais-je dire piraterie, puisque après les Estoniens, eh bien, ce sont la Macronie qui s'est mis à pirater les navires qui passaient au large des côtes françaises, donc dans la zone économique exclusive. Donc je rappelle, dans la zone économique exclusive, ce ne sont pas des eaux territoriales, ce sont des eaux dont les ressources, en gros, peuvent être exploitées uniquement par le pays à qui appartient la zone économique exclusive. Mais la liberté de passer, de construire un gazoduc, un oléoduc, de passer en bateau, ne peut pas être contestée. Donc le régime d'Emmanuel Macron a pris un faux prétexte pour arraisonner un bateau qui était sous pavillon béninois, et ça explique évidemment toute la campagne sur les drones qui volent au-dessus de Copenhague, parce que en fait il y a des petits drones qui auraient pu décoller à partir du tanker pour aller survoler Copenhague et Oslo. Voilà, parce que les Russes encore une fois sont fous, et donc ils auraient fait ça. Ils prendraient le risque d'entraver la livraison de leur pétrole, pour faire voler des drones au-dessus de l'aéroport de Copenhague et d'Oslo. Voilà ce qu'on vous sert dans les médias du régime d'Emmanuel Macron, dans tous les médias occidentaux. Vous pouvez y croire. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite le moment bunker. Das war ein Befehl!
On va commencer par Renaud Girard, donc c'est le responsable des relations internationales au Figaro. C'est un vieux mandarin qui est là toujours en train d'expliquer qu'il a tout compris. Bon, en fait, il est grabataire, il comprend vraiment plus rien. Et là, il vient de pondre un article. Donc, il commence par nous expliquer que la victoire du parti pro-européen en Moldavie est une défaite pour Moscou. Bon, je viens d'expliquer ce qui s'est passé. C'est au contraire une victoire pour Moscou, ce qui montre que comme en Roumanie, sauf à truquer les élections, en Europe de l'Est, il y a une vague de pays qui veulent au moins maintenir leur neutralité vis-à-vis de Russie, au mieux, eh bien, s'en faire un allié. Ça, c'est la réalité. Et puis après, il nous explique que l'économie russe va s'effondrer, que les Russes vont perdre la guerre, et qu'ils sont pas capables de la gagner, etc., etc., etc. Alors que, rappelons-le, le budget de la défense russe, c'est 6,3% de son PIB, et ils font la guerre contre l'OTAN. La réalité, c'est ça. Et donc, en fait, ils boxent avec une main dans la poche et en mettant des jabs. Et ils sont en train de défoncer cette pauvre organisation du traité de l'Atlantique Nord et surtout ces pauvres soldats ukrainiens qui servent de chair à canon. Donc ça, c'est à la fois la réalité économique et militaire que Renaud Girard ne veut pas ou ne peut pas voir et finalement répète le narratif qui est imposé par l'État. C'est-à-dire notamment le fameux Jean-Noël Barrot, Psycho Barrot, qui a de nouveau sorti une perle. On l'écoute. Elle a conquis moins de 1% du territoire ukrainien au cours des 1000 derniers jours de guerre. L'économie civile russe est à l'agonie. Donc je ne vais pas vous refaire une synthèse de l'économie russe, c'est juste complètement grotesque. Je vous renvoie aux parties économiques sur tous mes bulletins précédents. J'explique les forces et les faiblesses. Mais l'économie russe est infiniment plus forte que l'économie française. C'est la 4e économie mondiale en parité de pouvoir d'achat selon le FMI, selon la Banque mondiale. Voilà. Son industrie ça doit correspondre à peu près aujourd'hui. Et industrie et construction, on doit être à 32-35% du PIB, c'est quelque chose de colossal quand on sait qu'en France on a dû tomber en dessous de 10%. Donc voilà, ça c'est la réalité, c'est pas le monde parallèle dans lequel vit ce pauvre Barrot. Et à côté de ça, je voulais aussi rajouter cette petite séquence qui nous vient évidemment de LCI. Donc c'est Christophe Moulin qui anime un espèce de talk show à midi sur LCI. Voilà ce qu'il explique lorsqu'il parle de la situation économique de la Russie. Non, mais l'idée, c'est de ne pas dire que tout va mal en Russie, que tout va bien en Ukraine, ou que on vit mieux à Paris qu'à Moscou, mais ça peut quand même y ressembler. Il y a quand même, qu'on le veuille ou non, des sanctions. Il y a des choses qui fonctionnent. Nos 19 paquets de sanctions, oui, c'est ça ? Et notamment, vous parliez tout à l'heure, Sylvia, de l'embargo et Donc quelqu'un comme moi qui a été à Paris au mois d'août, qui a de nouveau vu la saleté, le bazar, les accidents voyageurs dans le métro, il n'y a rien qui fonctionne. Et je compare à Moscou, expliquer qu'on vit mieux qu'à Paris qu'à Moscou, mais je vous invite vraiment à venir voir vous-même. Et d'ailleurs, on a Divergence Service pour vous permettre non seulement de venir, mais d'ouvrir un compte en banque. Et on est en train de mettre en place des solutions d'investissement qui vont vraiment vous intéresser. Donc prenez contact avec l'adresse en description de cette vidéo, parce qu'il y a des tas de choses à faire. Et je peux vous dire que vous allez venir ici, vous allez être conquis. J'en ai rencontré encore un couple très sympathique à la sortie de la messe dimanche dernier. Ils étaient, évidemment, c'est leur première semaine à Moscou, ils étaient enthousiastes et vous le serez aussi. Donc venez voir à quel point ce pauvre Jean-Noël Barrot, ce pauvre Emmanuel Macron, ce pauvre Christophe Moulin vous raconte n'importe quoi. On vit 1000 fois mieux à Moscou, même quand on n'est pas dans le centre. J'habite pas dans le centre de Moscou, même quand on n'est pas dans le centre, on vit 1000 fois mieux à Moscou que dans n'importe quel quartier de Paris. Voilà. Et en plus, les gens sont gentils et il n'y a pas d'insécurité. Venez faire un tour. En plus de ces 3 Français, je vous ai rajouté un 4e qui s'appelle le général Kellogg, j'en ai déjà parlé. C'est l'un des 2 envoyés de Donald Trump, donc c'est le mauvais, c'est le belliciste néoconservateur, le bon c'est Witkoff. Eh bien, il a fait un discours aussi là complètement lunaire où il expliquait que les Russes allaient chercher des tanks dans les musées parce qu'ils n'en avaient plus. Et plus personne n'ose dire ça depuis 2023 à peu près. Donc la question que je me pose et que je pose d'ailleurs avec cette vignette, c'est pourquoi mentent-ils ? Savent-ils qu'ils mentent ? Est-ce qu'ils ne répètent simplement les âneries qu'on leur a dit de faire ? Mais en admettant qu'ils ne soient ni stupides, ni trompés par les gens qui leur fournissent les renseignements, donc ça veut dire que ce sont des menteurs effrontés qui sont là pour expliquer que l'Ukraine peut encore tenir et qu'il faut y aller. Et là, à la limite, c'est pas les 3 Français sur lesquels je m'interroge, c'est sur le général Kellogg. En disant ça, le général Kellogg, finalement, il reprend ce que dit Donald Trump. Allez faire la guerre aux Russes, good luck. Et achetez-nous des armes. Et finalement, c'est ça, en fait. Le message qui est passé, c'est que la Russie est faible, donc on peut gagner, donc allez-y, dépensez votre argent en avant le plus longtemps possible, il faut que ça marche. Sachant qu'en plus, avec les aides à l'Ukraine, il y a toute
un système de blanchiment. Il faut bien se douter que les 1,5 milliard qui étaient donnés par l'USAID, il y en avait une bonne partie qui repartait. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir. Voilà, un bunker bien peuplé cette semaine. Considération militaire générale, eh bien, je n'en ferai qu'une. Je vais répondre à Michel de Genève qui me demande combien de temps encore, en gros, la guerre va durer. Est-ce que l'offensive russe sur la totalité du front, on va voir ça sur la ligne de front, en fait, les multiples chaudrons potentiels qui peuvent se créer en faveur de la Russie, est-ce que ça peut provoquer un effondrement de l'armée otano-kievienne? Alors, évidemment, je vais être prudent. Ce qui est clair, c'est que l'armée ukrainienne est dans une situation épouvantable. C'est pour ça que tout ce cinéma autour du nucléaire, autour des drones, autour des avions qui survolent l'espace aérien estonien, etc., tout ça, en fait, c'est pour parler de tout, sauf de ce qui se passe sur le front. Puisqu'en plus, on nous avait expliqué que l'Ukraine regagnait du terrain, et on va le voir, c'est pas du tout le cas. L'armée otano-kievienne est incapable d'organiser une manœuvre complexe, même à un niveau tactique très bas. Donc voilà, on sait, c'est une réalité, c'est comme ça, on va le voir encore une fois sur la carte. Donc effectivement, on ne peut pas exclure qu'à un moment, le front s'effondre à certains endroits. C'est déjà arrivé, notamment après la libération d'Avdiivka, si vous vous souvenez. Et donc là, ça peut très bien se passer après la prise de Pakrovsk. On va le voir au sud-est, la situation est extrêmement mauvaise. Les Russes avancent extrêmement vite et peuvent créer un immense chaudron autour de Gouliapol, etc., etc. Donc oui, ça peut arriver. Maintenant, est-ce que ça peut provoquer un effondrement complet? C'est plus compliqué parce que la Russie ne fera pas comme en 1944. Elle ne va pas exploiter sur des centaines de kilomètres en exposant ses flancs. Ce n'est pas possible parce que le renseignement américain fonctionne toujours et fonctionnera jusqu'au bout. Qui disent oui, Trump a autorisé les frappes dans la profondeur. On s'en moque de ce qu'il a autorisé, Donald Trump. C'est déjà autorisé depuis le début. Les drones qui volent à 1500, 2000 km depuis la ligne de front, ils sont pas guidés au doigt mouillé, donc ni avec des pigeons voyageurs. C'est évidemment le renseignement militaire, les satellites américains qui le font. La question, c'est est-ce que les États-Unis vont donner des Tomahawks? J'ai dit ce que j'en pensais la dernière fois, et sur TikTok, pour ceux qui me suivent, je n'y crois pas beaucoup, parce que les Tomahawk, déjà la version terrestre, elle coûte je crois 4 millions de dollars le tir, et ensuite elle est très difficilement déplaçable, c'est des énormes containers faciles à repérer, et il faudrait déployer des soldats américains sur le sol ukrainien pour les mettre en service, et ça n'arrivera pas. Donc je ne pense qu'il y aura pas de livraison de drones, et l'autorisation de taper dans la profondeur, ça a toujours été le cas, donc que ce soit officiel ou pas, encore une fois, les drones qui volent très loin sur les raffineries russes notamment, eh bien sont dirigés par les systèmes de renseignement anglo-saxons. Voilà, donc des effondrements partiels de la ligne de front. Je pense qu'on peut y assister d'ici la fin du mois de décembre. Et est-ce que ça peut provoquer un effondrement complet du régime otano-kievien? Ça va beaucoup dépendre des financements que Kiev va recevoir. Alors, maintenant plus des États-Unis, mais de l'Union européenne. Il faut trouver de l'argent, sinon ça peut avoir effectivement des conséquences politiques très graves pour Zelensky et son clan. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors il y a eu beaucoup de frappes dans la profondeur, de part et d'autre, bon surtout sur l'Ukraine, faut dire la vérité, de toute manière les moyens russes sont infiniment supérieurs à ceux de Kiev, et à peine Zelensky avait-il menacé de bombarder la Russie dans la profondeur avec les armes qu'il espère que l'Amérique va lui donner, que les Russes ont fait un bombardement massif sur les infrastructures autour de Kiev, infrastructures énergétiques, militaires, la totale. Il y a eu également un bombardement très impressionnant du côté de Dniepro, ici à cet endroit-là, qui a provoqué une coupure immédiate d'électricité, comme on le voit sur ces petites images. Et puis l'autre point vraiment intéressant, c'est ce qui s'est passé du côté de Bobrovitsa, ici. Donc les Russes ont réussi, avec un Guérin guidé, à frapper une locomotive donc, qui amenait des renforts et du carburant en utilisant cette voie ferrée dans la direction de Bryansk ou de Soumy, on ne sait pas exactement. Donc, eh bien, ce drone Guérin guidé a détruit la locomotive et donc tout le chargement a été détruit. Donc c'était important, il fallait le souligner. Du côté de Soumy, la situation est plutôt stable. Du côté de Vovchansk, les Russes continuent à pousser, mais il n'y a pas de gros changements sur le terrain. Du côté de Kupiansk, alors on était resté, vous savez que moi je donne toujours la priorité aux informations de Yuri Podolaka, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et lui était très sceptique vis-à-vis des succès de l'armée russe. Et finalement, l'histoire semble lui donner tort cette fois. Donc il craignait une attaque ici pour essayer de chaudronniser les troupes russes qui se trouvaient à cet endroit-là. Finalement, ça n'a pas eu lieu.
Kiev essaie désespérément de tenir la ville, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors d'autres renforts sont arrivés, donc c'est pas encore terminé. Mais voilà la ligne de front à peu près aujourd'hui. Donc comme on voit, la majorité de la ville finalement est occupée par les Russes. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous avez encore sur toute cette partie du territoire à l'est de la rivière Oskol, vous avez des unités ukrainiennes qui vont se retrouver chaudronnisées, qui risquent de se retrouver chaudronnisées. Pourquoi ? Comme on le voit, il y a 3 manières de franchir la rivière Oskol, qui en plus est assez large, et en plus l'hiver approche. C'est par ce pont-là, le pont de la ville de Kupiansk, mais là c'est plus possible parce qu'il est dans le collimateur des Russes. L'autre solution, c'est ce petit pont-là, mais là aussi les Russes ont largement le moyen de le prendre sous le contrôle de leur feu, donc ce sera extrêmement compliqué. Et puis il y a cette voie ferrée, donc là ce ne sera pas pratique. Donc en gros, ce qui peut se passer, c'est un peu la retraite de Tcherkassy en janvier-février 1944, c'est que toutes ces unités-là, pour s'en sortir, eh bien, elles vont devoir partir en courant, à pied, en abandonnant leur matériel. Ce sera un des plus gros chaudrons que les Russes ont pu créer. Et encore une fois, on s'interroge sur la lucidité de l'état-major otano-kievien qui laisse arriver ce genre de choses. Les unités ici doivent être évacuées rapidement, mais comme c'est le marketing qui dirige les opérations militaires, à mon avis, on va les laisser se faire chaudronniser pour reconnaître la perte de ce grand territoire, tout de même, le plus tard possible. Donc là, premier chaudron en perspective. On descend plus au sud. Là aussi, c'est pareil, ça peut très mal se terminer, puisque les Russes donc, ont bien pris pied à l'ouest de ce cours d'eau et pourraient être capables de remonter vers Izium. Et donc là aussi, on aurait toutes les forces là qui seraient prisonniers dans un énorme chaudron. Et on descend plus au sud. Et là, c'est pareil, autour de Liman. Là, je vous rappelle, c'est la rivière Donetsk, c'est un cours d'eau tout à fait conséquent, difficile à franchir, surtout en hiver, et ce qui fait que les troupes ici chargées de défendre Liman pourraient se trouver également encerclées dans un chaudron. Et c'est la même chose qui peut se passer pour le bastion de Seversk, à cet endroit-là, puisque les Russes continuent à avancer. Là, j'ai pas mis la carte à jour, mais en fait, ils avancent partout, et les combats ont déjà lieu dans Yampol. Donc là aussi, la situation est extrêmement tendue, comme on le voit. Plus au sud, les Russes ont pris la ville de Maïskoï, ici. Donc comme on le voit, ça leur donne une position en hauteur pour dominer vers le nord de Konstantinovka et vers le sud de Kramatorsk. Donc c'est une bonne base pour continuer l'assaut dans cette direction. Au sud encore, a priori, les Russes ont complètement liquidé la poche de Klebanbouk à cet endroit-là, se sont emparés de Klebanbouk pour cette fois, donc je pense que la semaine prochaine, on pourra faire avancer la ligne de front à peu près comme ça, et ils se sont emparés de la localité de Plechevka à cet endroit-là, donc ils se rapprochent de Konstantinovka, les combats font rage. Ici, alors on commence à y voir à peu près clair, et ce qui ressort, eh bien, c'est un échec total de Kiev. Alors dans cette zone, il y a un brouillard de la guerre tout à fait significatif, c'est pour ça que je garantis pas à 100% ces lignes rouges. Je me fonde encore une fois sur Hippodelaka, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres lignes de différents cartographes, y compris des cartographes pro-russes. Donc voilà à peu près où on en est. Donc les Russes ont a priori repris Pankovka ici, mais j'en étais pas certain, donc je l'ai mis à la moitié de la ville. Des combats ont encore eu lieu à l'intérieur de Kucherov-Yar à cet endroit-là. Donc là, cette pointe-là, c'était l'avancée maximum des Russes à la mi-août, qui avait surpris tout le monde, je pense, y compris les Russes. Mais c'était uniquement des unités de reconnaissance, donc j'ai retiré cette pointe. Les Ukrainiens ont repris le contrôle de Zolote-Kolodizy à cet endroit-là. Des combats ont lieu à l'intérieur de Rubezhne à cet endroit-là. Là, j'ai ajusté ma ligne de front, puisqu'a priori, il y a des combats en ce moment entre Novo-Charkovo à cet endroit-là. Les Russes ont contre-attaqué donc et ont pris la localité de Drozhne à cet endroit-là. Ce que l'on voit en tout cas, c'est que l'idée pour les Ukrainiens de réussir enfin un encerclement depuis le début de l'opération militaire spéciale, eh bien, cette idée n'aboutira pas puisque les Russes ont réussi à contenir malgré le déploiement de bonnes unités, en tout cas soi-disant motivées, comme celle d'Azov. Donc tout ça, ça a échoué, il n'y aura vraisemblablement pas d'encerclement, on peut encore se donner une semaine pour en être certain. Mais visiblement, là, ça va à l'inverse de ce qu'espéraient les Ukrainiens et de ce qu'ils avaient annoncé. Zelensky a menti lorsqu'il a dit qu'ils avaient repris du terrain. Les Russes ont pris près de 500 km² en Ukraine au mois de septembre de cette année. Et surtout, ce qui est en train de se passer, c'est que les Russes pourraient réussir un encerclement des troupes qui étaient censées permettre un encerclement des troupes russes, puisqu'ils avancent au nord de Sofievka, à cet endroit, et de Toretski, ici. Et là, ce serait une véritable catastrophe pour les otano-kieviens, d'autant plus que, à mon avis, une fois de plus, l'ordre de retrait sera donné trop tard.
Au nom du marketing, eh bien, dans ce cas, ce sera un nouveau chaudron. Et ce sera, comme toujours, les Ukrainiens qui seront à l'intérieur. Du côté de Pakrovsk, les Russes continuent à avancer. Ils ont a priori atteint Mironograd, mais bon, tant que j'ai pas de certitude, je change pas la ligne de front. Mais les choses vont bien du côté des Russes. La ville finira par tomber. Plus à l'ouest, les combats continuent pour contrôler Ivanovka et pouvoir lancer une opération d'encerclement de Novopavlovka à cet endroit-là. Donc je rappelle que là, on est dans la région de Dnepropetrovsk. Et là aussi, on est dans la région de Dnepropetrovsk, ou plutôt Yekaterinoslav. Et les Russes ont continué à avancer, rien ne semble pouvoir les arrêter. Comme on le voit, ils se sont emparés de la localité de Verbovo, ce qui veut dire qu'ils ont bien avancé depuis la dernière fois. Ils ont également avancé plus au sud et sont rentrés dans Novogrigorovka, à cet endroit-là. Plus au sud encore, ils sont rentrés dans la localité de Poltavka. Donc là, c'est important parce que la ligne de défense ukrainienne dans cette direction, qui doit protéger Gouliapol pour empêcher les Russes de contrôler la route d'approvisionnement, en fait, elle suit à peu près cette rivière. Et elle démarre à Poltavka, comme ça. Donc si les Russes réussissent à prendre cette localité, ça va très mal se passer pour les défenseurs de Gouliapol, qui vont se retrouver, en fait, en encerclement opératif. Voilà, les Russes continuent également à pousser du côté de Snepnogorsk, mais ça n'a pas réellement changé. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 2 octobre 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Inscrivez-vous à tous nos réseaux sociaux. Même si vous êtes sur X, mettez-vous sur Telegram. Allez aussi sur VK, le Facebook russe. Voilà, prenez des cours de langue avec notre partenaire Logios avant de venir nous rendre visite avec Divergence Service. Voilà, c'est ce que je vous propose. Et puis en tout cas, comme vous l'avez vu, la situation sur le front est excellente, l'économie tient bon, continue à progresser, et puis diplomatiquement, eh bien, les Russes gardent leur calme, parce qu'effectivement, ça s'agite beaucoup en Occident, mais c'est pas grave, c'est un univers où on croit qu'on a agi une fois qu'on a parlé. Donc continuons à les regarder et à s'amuser d'eux. En attendant, courage, tenez bon, on les aura.